Il n'y a rien de plus touchant que de voir des pères célibataires naviguer dans les eaux tumultueuses de la paternité contre vent et marée. Ces trois récits poignants révèlent les luttes intenses et la force pure de l'amour paternel face à des difficultés énormes. Au cœur du voyage de chaque enfant se trouve l'histoire de l'amour illimité d'un père, souvent caché dans l'ombre. Découvrons les histoires de Jordan, Monsieur Burks et Thomas, dont les expériences redéfinissent le sens de la paternité. 1. J'ai eu du mal à élever seul des triplés, mais un jour, j'ai découvert qu'ils n'étaient pas de moi. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Des feuilles mortes ont crissé sous mes bottes lorsque j'ai poussé la poussette jusqu'à la porte ornée du cimetière de Manhattan. Des fleurs sèches et des bougies à moitié consumées jonchaient la pelouse. De l'est, une rafale de vent a traversé la rangée de cèdres rouges, perçant gravement le silence alors que je me dirigeais vers la tombe de ma défunte épouse Kira, à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. Nous allons voir maman, ai-je murmuré au bébé Alan, l'un de mes triplés, en lui mettant sa couche. Les deux autres, Eric et Stan, sont allongés dans la poussette, leurs yeux scrutant le ciel, gazouillant à la vue des libellules. En arrivant sur le site, mon cœur s'est emballé lorsque j'ai aperçu la silhouette d'un inconnu, un homme d'une cinquantaine d'années, debout près de la tombe de Kira. Il a ajusté sa casquette irlandaise, effleurant l'épitaphe de la pierre tombale, une étincelle dans nos yeux et nos cœurs est maintenant dans le ciel. En souvenir de Kira. J'ai eu beau chercher dans ma mémoire, je n'ai pas réussi à situer cette grande et robuste silhouette. Amen, s'exclama-t-il avec un sourire en coin, terminant sa prière et se tournant vers moi. Ses yeux s'illuminèrent d'impatience, sa main se tendit pour une poignée de main, puis se rétracta maladroitement en remarquant les bébés. Vous devez être Jordan. Si est-il un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Fox, dit-il. Je savais que vous seriez ici aujourd'hui. Je vous attendais. Je suis Denis. De Chicago. Le vieux pote de Kira. J'ai été pris au dépourvu. Kira n'avait jamais mentionné qu'elle avait un vieil ami de Chicago nommé Denis. Enchanté, Denis. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Je ne suis jamais allé à Chicago, répondis-je prudemment. Pas vraiment. Je viens d'arriver à Manhattan. J'ai découvert que... Denis s'interrompt, son regard se fixant à nouveau sur les bébés. Puis-je voir vos bébés? Si cela ne vous dérange pas? J'ai hésité, ne voulant pas confier mes enfants à un inconnu. Sentant ma réticence, Denis n'a pas attendu que je lui réponde et s'est penché sur la poussette, admirant les deux autres. Ce sont des anges. De gentils petits pains à la cannelle. Ils ont mon nez et mes yeux. Et des cheveux châtains. Et ses grands cils. Je les avais quand j'étais petit, bredouilla-t-il avec enthousiasme avant de lâcher une bombe. Monsieur Fox, cela peut paraître déconcertant, mais je dois vous dire que je suis le vrai père de ces garçons, et que je suis venu les chercher. Excusez-moi? Mon choc s'est transformé en colère, me poussant à l'affronter physiquement, mais je m'en suis abstenu, compte tenu de son âge. J'ai manœuvré pour le distancier, le considérant comme un fou. S'il vous plaît, M. Fox, écoutez-moi. Je suis le père. Une erreur passée me hante. J'ai besoin de me racheter. Laissez-moi prendre les enfants. J'ai une offre extraordinaire à vous faire, a-t-il plaidé. Pourtant, Denis a persisté, révélant des détails choquants sur Kira qui m'ont stoppé net.
Kira, votre femme. Elle aimait le disco et les vélos. C'était une brune avec un goût prononcé pour l'art et la cuisine française. La soupe à l'oignon et la crème brûlée étaient ses plats préférés. Elle était allergique aux cacahuètes et avait une petite cicatrice de brûlure sur la cuisse droite. Et elle avait ceci point à ses poings arrêtés. J'ai crié, ma voix résonnant dans le cimetière. Je ne veux plus vous entendre parler de ma femme. Qui êtes-vous, et comment savez-vous tout cela? Qu'est-ce ce que vous voulez? Je vous l'ai dit, je suis le père de ses enfants. Monsieur Fox, je sais que cela peut paraître étrange et que je ne peux pas avoir la garde de mes enfants. Je comprends, d'accord, mais vous ne voulez sûrement pas sacrifier votre jeunesse pour eux. Vous êtes jeune, charmant, avec toute la vie devant vous. Moi, je suis vieux, seul, avec personne d'autre que ces bébés. Je veux qu'ils reviennent. S'il vous plaît, laissez-les partir avec moi, et allez de l'avant. Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce n'est pas à vous de me dire ce que je dois faire de ma vie, vous comprenez? Vous avez l'air fou. Achetez-vous une vie, monsieur. Reculez et ne vous approchez pas de mes enfants. Monsieur Fox, ces enfants sont les miens, et je ferai n'importe quoi pour les prendre avec moi. Je ne veux pas compliquer les choses pour vous, puisque vous les avez élevés jusqu'à aujourd'hui. Soyons clairs, j'offre 100 000 $. Plus si nécessaire. Donnez-moi juste les bébés. Réfléchissez et contactez-moi, d'accord? Voici ma carte. Les larmes me montèrent aux yeux alors que le choc et le chagrin m'envahissaient. Comment ce Denis pouvait-il en savoir autant sur Kira? Pendant un instant, j'ai souhaité qu'il s'agisse d'une blague cruelle, d'un canular d'un vieil homme. Mais le fait qu'il ait mentionné la cicatrice de brûlure sur la cuisse droite de Kira m'a hanté. Ce n'est pas un pot de vin, monsieur Fox. Si est-il de la gratitude pour avoir élevé mes enfants. Et ne vous inquiétez pas, j'ai 57 ans et de l'expérience avec les enfants. Vous devriez être soulagé qu'il soit entre de bonnes mains. Je sais que si est difficile. Prenez votre temps, réfléchissez et appelez-moi, d'accord? Mais n'oubliez pas que je n'accepte pas facilement les refus. Denis a glissé sa carte dans ma main et s'est éloigné rapidement, me laissant abasourdi et le cœur brisé. La lumière vacillante des bougies sur la tombe de Kira me ramena à la réalité. J'ai déposé le bouquet sur la tombe, je suis restée silencieuse pendant 1 minute, puis j'ai quitté le cimetière avec mes bébés. Je ne pouvais pas m'empêcher de la soupçonner, compte tenu des circonstances dans lesquelles je l'avais rencontrée il y a 2 ans. C'était au printemps 2022. Je préparais des cocktails derrière le comptoir du bar lorsque mon regard s'est posé sur Kira, jeune et belle, qui faisait la fête avec ses amis. Je la trouvais superbe et j'aurais aimé sortir avec une personne aussi belle qu'elle, mais je n'ai jamais eu les possibilités ni le temps. Au fil des jours, Kira a multiplié sa venue, et j'étais plus qu'heureux de la servir à chaque fois. Une autre margarita avec glaçon, s'il vous plaît, disait-elle, son sourire éclatant illuminant son visage. Kira ne m'a jamais jeté un regard spécial, me traitant simplement comme un jeune barman sympathique, mais j'étais déjà sous le charme. Soir après soir, je me préparais à travailler, espérant l'impressionner avec mon sourire, mon nœud papillon noir et ma chemise grise, vérifier et revérifier une douzaine de fois. Puis, un soir, mon cœur s'est brisé en la voyant embrasser un autre homme au pub.
Je me suis rendu compte que pour elle, je n'étais que le barman, rien de plus. Le cœur brisé, j'ai commencé à garder mes distances, acceptant qu'elle ne serait jamais mienne. Cependant, un soir, je n'ai pas pu ignorer qu'elle était assise seule, pleurant amèrement dans le salon. « Mademoiselle, vous allez bien ?» Je me suis approché, remarquant que son petit ami Sean dansait avec une autre fille. Mon cœur se serra pour elle. Ses yeux étaient bouffis et rouges, des larmes coulaient le long de son visage, maculant son maquillage. « Je veux sortir d'ici. Pourriez-vous m'emmener, s'il vous plaît ? J'ai envie de mourir », a-t-elle sangloté en enfouissant son visage dans ses mains. Elle s'était confiée à moi, un simple inconnu, mais elle était tout pour moi, et j'étais déterminé à la réconforter. Prenant une heure de repos, je lui ai proposé de la raccompagner chez elle, puisqu'elle était trop ivre pour rester seule. Sean et moi sommes ensemble depuis 6 mois, a-t-elle bredouillé, en pestant l'alcool. Cet abruti. Il m'a quitté pour cette Lily. Qu'est-ce ce qu'elle a que je n'aille pas ? Ses paroles se perdirent en sanglots. Elle a acquiescé, me regardant avec des yeux remplis de larmes avant de s'évanouir. Lorsque nous sommes arrivés chez elle, je l'ai aidée à sortir de la voiture. « Merci, Jordan », réussit-elle à dire en souriant à travers la vitre embuée de la voiture. À bientôt. À partir de ce moment-là, nous nous sommes rapprochés et l'amour a fleuri. Nous avons dansé dans les rues nocturnes de Manhattan, partagé des baisers et échangé des promesses. Elle a juré d'arrêter de boire. J'ai juré de ne jamais la quitter comme l'avait fait son ex. 2 semaines seulement après le début de notre relation, Kira m'a annoncé qu'elle était enceinte de triplé et m'a demandé de l'épouser. Bien que choqué par la tournure des événements, l'excitation de la paternité l'a emporté sur mes hésitations. Nous nous sommes mariés discrètement, et j'ai trouvé étrange que personne de sa famille ne soit présent. Elle a prétendu que ses parents étaient morts, et je n'ai pas insisté, ne voulant pas la faire souffrir. À ce moment-là, tout ce qui comptait, c'était notre avenir ensemble, et je lui faisais entièrement confiance. J'avais l'impression que tout cela n'était qu'une cruelle plaisanterie, maintenant que je regardais mon alliance. Je suis un idiot. Tout ce qu'elle m'a dit était un mensonge. Son amour, un jeu. Elle m'a épousé juste pour me coller les enfants de quelqu'un d'autre sur le dos. Je me suis reproché de ne pas avoir découvert la vérité plus tôt, surtout lorsque Kira a annoncé sa grossesse 2 semaines seulement après le début de notre relation. Comment ai-je pu être aussi naïf ? Elle m'avait trompé. Avec un homme plus âgé que moi. Si est-il répugnant. Les cris des bébés sur la banquette arrière m'ont ramené à la réalité, leurs pleurs me transperçant le cœur. Je voulais fuir ce bruit qui me rappelait le mensonge de Kira. Pourtant, je n'arrivais pas à trouver en moi la force de ne vouloir au triplé. Déchiré et sceptique, je rentrais chez moi, ne sachant pas ce que j'allais faire. Pendant qu'il dormait, je me suis attaqué aux tâches ménagères, avant d'être interrompu par l'odeur de spaghettis brûlés. Dans ma précipitation, j'ai failli me brûler les doigts en sauvant la casserole de la cuisinière. Puis, en me souvenant de la lessive, j'ai découvert que la salle de bain était inondée de mousse à cause d'une trop grande quantité de détergent qui débordait de la baignoire.
Ma journée semblait se dérouler en une série de désastres. Réalisant qu'il était temps pour moi de prendre mon service de nuit au bar, j'ai appelé Madame Wills, ma voisine âgée, pour qu'elle fasse du babysitting. Merci, Madame Wills. Je vais attendre que vous arriviez, lui ai-je assuré, avant d'aller voir les bébés qui dormaient paisiblement. Leur vue m'a retourné le cœur. Avant, je me sentais capable de conquérir le monde pour eux, mais maintenant, tout me semblait compromis, les mots de Denis résonnant dans mon esprit. Pourquoi, Kira? J'ai toujours été honnête avec toi. Comment as-tu pu me tromper de la sorte? Tu as menti surtout, me laissant me demander ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Même le jour de ta mort, tu as dit que tu étais à une fête. Je n'ai jamais su où tu étais vraiment, murmurai-je, mes larmes coulant sur mon visage usé par le temps alors que je me remémorais les événements de cette terrible nuit. La pluie s'est abattue sur les fenêtres alors que j'attendais le retour de Kira, mon téléphone devenant de plus en plus chaud à cause des appels frénétiques à ses amis, dont aucun ne savait où elle se trouvait. Elle avait dit qu'elle allait à une fête, mais son téléphone était éteint. La panique commençait à s'installer à l'approche de minuit, les bébés pleuraient de faim, leur détresse reflétant ma propre impuissance. Je venais juste de réussir à endormir les triplés quand mon téléphone a sonné, rompant le silence. Je décrochais, espérant avoir des nouvelles de Kira.m. Fox, CIST le poste de police. Nous avons besoin de vous à la morgue pour nous aider à identifier le corps d'une femme, dit la voix à l'autre bout du fil. Mon cœur s'est emballé et je me suis précipité à l'hôpital, laissant les bébés à ma voisine. À l'approche du corps froid et immobile, recouvert d'un mince drap blanc, mes pas ralentissaient, l'angoisse me gagnait. Lorsque le drap a été soulevé, le désespoir m'a envahi. La vie est devenue sombre après cette nuit-là. L'engourdissement et la culpabilité m'ont rongé, élever seuls les bébés me semblait impossible. La colère a fini par prendre le pas sur le chagrin, mais je n'arrivais pas à oublier le souvenir de Kira. Je portais toujours notre alliance. Je me suis engagé à être à la fois mère et père pour mes fils, renonçant à mon temps libre et à ma vie sociale, motivé uniquement par leurs besoins. Cependant, la révélation de Denis a bouleversé mon univers, semant le doute sur le lien qui m'unissait aux enfants. Je n'en peux plus, ai-je murmuré, la frustration se répercutant dans le bruit de la chaise contre le parquet, perturbant le sommeil des bébés. Après avoir à peine remarqué l'arrivée de Madame Wills, je suis parti pour le service de nuit, l'esprit en désordre. J'ai passé une nuit horrible au travail. De retour à la maison, j'ai contourné la chambre des bébés et j'ai cherché la carte de Denis dans la mienne. Quelques instants plus tard, je suis sorti avec mon téléphone à la main, ayant déjà composé le numéro. Mais la vue de mes fils me tendant la main en babillant dada a fait chuter ma détermination. Comment pourrais-je envisager de vous abandonner? Vous êtes tout pour moi, pleurai-je, le téléphone me reliant déjà à Denis. Allô? Qui est-ce à l'appareil? La voix de Denis se faisait entendre légèrement. Monsieur Roberts, CIST Jordan, ai-je répondu d'une voix ferme. J'attendais votre appel, M. Fox. Quand puis-je apporter le chèque et prendre les bébés? Monsieur Roberts, je suis désolé, mais je ne peux pas accepter votre offre, ai-je déclaré, ma décision étant ferme. Un père n'est pas seulement quelqu'un qui engendre biologiquement des enfants. Je ne suis peut-être pas leur père biologique, mais ce sont mes enfants.
Je ne peux pas imaginer ma vie sans eux. Je suis désolé, monsieur Roberts, mais je ne peux pas vivre sans eux non plus. Ils sont mon monde, et votre argent ne signifie rien pour moi. L'amour ne s'achète pas. Je parlerai de vous aux enfants quand ils seront plus âgés. Ils pourront alors choisir. Mais je ne les renverrai pas maintenant. Je les aime. Découragé, Denis a tenté de persister. Si est-il votre dernier mot? Mais pourrions-nous nous voir demain, dans un café ou chez vous? Si est-il vous qui décidez? Je ne serai pas libre demain, monsieur Roberts. Je ne pense pas pouvoir. Mais ne voulez-vous pas connaître toute la vérité? Je ne vous en ai dit qu'une partie. Il y a encore beaucoup de choses que vous ne savez pas. J'ai été pris au dépourvu. Piqué par la curiosité, j'ai accepté de rencontrer Denis chez moi le lendemain soir, après avoir pris congé au travail. Lorsque Denis est arrivé, il a apporté des cartons remplis de nouveaux pulls, de couches et de couvertures pour les triplés. Il a remarqué le jeu d'enfant vide dans le salon et s'est rendu compte que je ne voulais pas le laisser s'approcher des enfants. Le silence était insupportable et je voulais absolument connaître cette vérité dont il parlait. Finalement, j'ai insisté pour qu'il me réponde. Alors, qu'est-ce que si est-il? Vous avez dit qu'il y avait quelque chose que je devais savoir. D'un air sombre, Denis a sorti une vieille photo de son blazer, les larmes aux yeux. Monsieur Roberts, que se passe-t-il? S'il vous plaît, je n'aille pas toute la nuit devant moi, ai-je insisté, de plus en plus impatiente. Il m'a tendu la photo de lui avec Kira, puis s'est dirigé vers la fenêtre, submergé par l'émotion. Stupéfaite, j'ai demandé, où étiez-vous pendant tout ce temps? Kira m'a dit que ses parents étaient morts. Elle n'a jamais parlé de vous. Que s'est-il passé? Denis s'est effondré. J'ai été un père terrible, monsieur Fox. J'ai fait l'impensable à mon propre enfant. Il a raconté comment, après la mort de sa femme, il a élevé Kira seul, en lui donnant de l'amour, de l'argent et une éducation, en visant la vie qu'il imaginait pour elle. Mais Kira a lutté contre la toxicomanie, résistant à la désintoxication et devenant incontrôlable. Ses escapades nocturnes et les hommes qu'il a ramenés à la maison ont terni sa réputation, ce qui l'a conduit à la mettre à la porte. Elle est partie, furieuse, en l'avertissant de ne jamais la rechercher. Il espérait qu'elle reviendrait quand elle n'aurait plus d'argent, mais elle n'est jamais revenue. Denis est neveu de ne pas lui avoir tendu la main et vit avec la culpabilité de l'avoir abandonné. Mais comment m'avez-vous trouvé? Et comment savez-vous que ces enfants ne sont pas les miens? Demandai-je, encore stupéfait par sa révélation. Kira s'était confiée à Amy pendant sa grossesse, exprimant sa crainte que je parte si je découvrais que les bébés n'étaient pas les miens. Pourrait-il s'agir des enfants de son ex-petite amie Sean? J'ai sursauté, choqué par cette possibilité. Denis secoua la tête. Je ne peux pas en être certain. Kira a eu des relations avec plusieurs hommes à l'époque où elle était avec toi. Elle n'était pas sûre de l'identité du père. Honnêtement, nous n'avons pas besoin de le savoir, a-t-il admis en pleurant. Je suis soulagé que mes petits-fils vous appellent papa. Monsieur Fox, vous êtes celui qui peut vraiment les aimer et s'occuper d'eux. Je suis désolé de vous avoir fait croire que j'étais leur père. J'avais peur que vous refusiez de me laisser entrer dans leur vie, et je savais que je n'obtiendrais pas leur garde autrement. Si est-il pourquoi j'ai offert l'argent?
Je suis profondément désolé. J'ai fait beaucoup d'erreurs et maintenant, je veux juste faire partie de la vie de mes petits-enfants. » J'ai répondu par un silence, puis j'ai embrassé Denis. C'était le moins que je puisse faire pour un homme accablé de regrets, en quête de rédemption au crépuscule de sa vie. Au fil du temps, Denis est devenu une présence régulière et a fini par s'installer chez nous. Il me considérait comme un fils et était ravi d'aider à élever ses petits-fils. Et moi, j'étais heureux que mes enfants aient une personne de plus pour les aimer. 2. J'ai suivi ma fille de 13 ans à la sortie de l'école et je l'ai vue monter dans la voiture d'un homme étrange. Dès que ma femme Amanda a quitté ce monde, j'ai su que le chemin serait rude. Stacy n'avait que 3 ans et, sans aucune autre famille sur laquelle s'appuyer, tout reposait sur mes épaules. Les premières années où je l'ai élevée ont été un véritable tourbillon, car je devais concilier les exigences de la vie familiale et de la vie professionnelle. Mais si est à l'adolescence que le véritable défi s'est présenté. Elle a commencé à changer, physiquement et émotionnellement, et je n'ai pas tardé à remarquer l'attention qu'elle commençait à attirer. Ses yeux bruns, si semblables à ceux de sa mère, et son sourire captivant faisaient qu'il était impossible de ne pas la remarquer. Même moi, je me perdais souvent dans ses yeux. À l'âge de 13 ans, elle a découvert les garçons et j'ai su que je devais appliquer certaines règles. Je voulais la protéger et l'empêcher de faire des erreurs. Cela a créé des tensions entre nous. Je réagissais durement sans comprendre la situation, et elle a commencé à me cacher des choses. Un jour, je suis rentré tôt à la maison, ne me sentant pas bien, et j'ai pensé à préparer un goûter pour nous deux. J'ai attendu qu'elle revienne de l'école à l'heure habituelle, 15 h, mais elle n'était pas là. J'ai essayé d'oublier mon inquiétude. Mais à 16 h, l'inquiétude s'est de nouveau installée et j'ai appelé son enseignante, Madame Watson. Oh, Monsieur Burks, il n'y a pas eu de cours supplémentaires aujourd'hui. Nous avons terminé à 14 h comme d'habitude, a-t-elle répondu. Tout va bien? Stacy n'était pas rentrée à la maison et j'essayais de comprendre où elle se trouvait, pensant qu'elle était peut-être restée pour une activité scolaire ou qu'elle était allée chez une amie. Madame Watson a suggéré de vérifier auprès du chauffeur du bus scolaire, mais j'ai dû expliquer que Stacy prenait généralement un bus local ou un taxi pour rentrer chez elle, puisque je la déposais tous les matins. Je l'ai remercié pour son aide et j'ai mis fin à l'appel, l'esprit en ébullition pour savoir où ma fille pouvait bien se trouver. Cet après-midi-là, j'ai appelé toutes les amies de Stacy pour leur demander si elle était avec elle. À mon grand désarroi, la plupart ne l'avaient pas vue depuis la fin des cours, à l'exception d'une seule qui avait mentionné qu'elle avait quitté l'école plus tôt. J'ai pensé à sa sécurité et j'ai envisagé d'appeler la police. Si est alors qu'une voiture noire s'est arrêtée devant notre maison et que Stacy en est sortie. J'ai aperçu le conducteur, un homme d'une 50aine d'années. Cette vision m'a laissé perplexe. Je m'attendais à ce que Stacy ait des amis garçons, mais quelqu'un d'aussi âgé me paraissait tout à fait étrange. Dès qu'elle est entrée, je n'ai pas pu contenir ma frustration. « Stacy, où étais-tu? Et pourquoi as-tu quitté l'école plus tôt ?» ai-je demandé. Mais j'étais trop anxieux pour les subtilités. « N'esquive pas la question, Stacy. Qui était cet homme dans la voiture noire, et où étais-tu » insistai-je. Elle a répliqué en me demandant de me calmer et en m'accusant d'avoir réagi de manière excessive sans connaître toute l'histoire.
nous nous sommes disputés, et elle a fini par m'envoyer balader, trop fatiguée pour parler, et s'est retirée dans sa chambre. Son attitude dédaigneuse m'a profondément troublé. Ce comportement n'était pas nouveau. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, nos confrontations étaient devenues plus fréquentes et se terminaient sans solution. Au début, j'ai mis cela sur le compte d'un comportement typique d'adolescent, mais après cet incident, je n'ai pas pu me défaire de mon inquiétude. Le lendemain, après l'avoir déposée à l'école, j'ai décidé d'attendre la fin de ses cours. Vers 14h15, les élèves ont commencé à sortir, et j'ai repéré Stacy. Au lieu de partir avec ses amis, elle s'est précipitée vers la même voiture noire. Le fait de voir la même plaque d'immatriculation a confirmé mes craintes, j'ai donc décidé de la suivre. Soudain, la voiture s'est arrêtée devant un vieux cottage délabré. J'étais tellement absorbé par le fait de les suivre de près que je ne m'étais pas rendu compte de la distance que nous avions parcourue, presque jusqu'à la périphérie de la ville. CIST alors que j'ai vu Stacy et l'homme sortir et entrer dans la maison. Je me suis précipité hors de ma voiture et j'ai attrapé la main de Stacy. CIST quoi ce bordel, Stacy? Je ne peux pas croire que tu fasses une chose pareille. À quoi tu pensais? Papa? Tu m'as suivi? Qu'est-ce ce qui ne va pas chez toi? S'exclame-t-elle. Qu'est-ce ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce ce que tu fais ici avec cet homme? Ai-je rétorqué en attrapant l'homme par le col. Si vous croyez que vous pouvez vous en sortir, vous vous trompez. Je vous jure que je vous ferai du mal si vous avez fait souffrir ma fille. Stacy m'a supplié de me calmer et a essayé de m'éloigner, mais j'étais furieux. J'étais sur le point de frapper l'homme lorsqu'une femme âgée est apparue et a appelé faiblement, « Carla, tu es là, chérie? Tu ne me laisseras pas aujourd'hui, n'est-ce pas ?» J'ai hésité, reculant en la voyant. Qui est-elle? Quel est cet endroit? Ai-je demandé, confus, en relâchant l'homme. À l'intérieur, l'homme, qui se présenta comme Monsieur Collins, le professeur de musique de Stacy, expliqua tout. Sa mère était en phase terminale, proche de la mort. Un jour, alors qu'elle lui montrait des photos de la journée annuelle de l'école, elle avait aperçu Stacy et l'avait prise pour sa petite fille décédée dans un accident de voiture. Cette tragédie l'avait profondément affectée, à mesure que sa maladie s'aggravait, son désir de voir sa petite fille une dernière fois s'intensifiait. Voyant sa mère s'illuminer en voyant la photo de Stacy, Monsieur Collins a conçu un plan pour apporter un peu de joie à ces derniers jours en demandant à Stacy de lui rendre visite après l'école. Rempli de remords, j'ai demandé à Stacy, « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ?» Elle m'a répondu, « J'ai dit qu'on pourrait en parler plus tard, papa, mais tu n'écoutes jamais. » Je me suis excusé, me sentant profondément honteux d'avoir tiré des conclusions hâtives. À partir de ce moment-là, tous les week-ends, j'ai emmené Stacy rendre visite à la mère de M. Collins, et j'ai passé du temps avec elle jusqu'à ce qu'elle décède. Ce fut une période inattendue de guérison et de connexion. 3. J'ai travaillé dur pour que mon enfant revienne du refuge, mais quand j'y suis arrivé, il était parti un lundi qui promettait un nouveau départ. J'ai été confronté à un problème sans précédent. Veuf depuis 25 ans, je luttais quotidiennement pour subvenir aux besoins de mon fils, Peter, après la mort tragique de ma femme Linda. Depuis le décès de sa mère, notre routine était simple mais remplie d'amour, des pleurs au petit matin et déjeuners amusants. Mais aujourd'hui était différent, car j'avais un entretien d'embauche dans un restaurant qui pourrait tout changer.
je me dépêchais de préparer Peter et moi-même lorsque des personnes sont arrivées à l'improviste. Nous sommes des services sociaux, annonce sévèrement la femme. Nous sommes venus pour Peter. Elle a poursuivi en expliquant que quelqu'un avait déposé un rapport anonyme, affirmant que je n'étais pas en mesure de continuer à élever mon enfant. L'argent avait été un problème ces dernières années, mais prendre mon fils, c'était trop. Mais la femme a vu les éruptions cutanées de Peter, que je n'avais pas soignées parce que je n'avais pas les moyens de payer une visite chez le médecin. Ma voisine m'aidait et je le lui ai dit, ce qui ne l'a pas empêchée de rester indifférente. Le soutien de votre voisine ne suffit pas. Nous avons besoin d'un changement stable, a déclaré fermement l'assistante sociale. Elle s'est détournée en disant « Assurez-vous un revenu stable et un cadre de vie adéquat. » Ensuite, nous parlerons. Peter m'ayant été retiré, l'entretien est devenu une opportunité et une nécessité. J'ai couru jusqu'au restaurant, désespéré de ne pas perdre cette chance. Arrivé essoufflé, j'ai trouvé mon ami Arnold et son père, Monsieur Green. L'inquiétude d'Arnold était évidente. Je suis là, ai-je réussi à dire, sachant que tout dépendait de ce moment pour que je puisse obtenir un emploi, mais aussi retrouver Peter. Je me suis approché de Monsieur Green, lui ai offert mon CV et justifié mon retard en raison d'une urgence avec les services sociaux. Monsieur Green s'est d'abord montré dédaigneux. « Thomas, si est-ce ça ? Écoutez, nous avons besoin de quelqu'un de responsable. Comment pouvons-nous vous faire confiance pour gérer notre restaurant si vous ne pouvez pas être à l'heure à votre entretien ?» Je lui ai demandé d'être compréhensif, en lui expliquant que les services de protection de l'enfance m'avaient retiré mon fils. Arnold a également essayé d'intercéder en ma faveur, mais Monsieur Green est resté ferme. Déçu, j'ai quitté le restaurant. Arnold m'a suivi, me témoignant sa sympathie et me suggérant d'aller au bar pour me changer les idées. Alors que nous étions assis là, mon désespoir s'est transformé en larmes, mais il m'a dit de ne pas abandonner. Au milieu de mon chagrin, une conversation provenant d'une table voisine a attiré mon attention. Un homme se vantait de gagner beaucoup d'argent en travaillant sur un bateau de pêche en Alaska. Intrigué, je me suis approché de lui et il m'a parlé de la dureté et du danger de la pêche au crabe, mais aussi de la façon dont elle est bien rémunérée. Son histoire était porteuse d'espoir. C'était peut-être l'occasion dont j'avais besoin. Après un échange approfondi, il m'a proposé de m'aider à obtenir le poste. Le travail sur le bateau de pêche en Alaska était épuisant, surtout la nuit. La mer était à la fois belle et dangereuse, et chaque crabe que nous attrapions était une petite victoire. Mais au bout de 6 mois, je m'étais habitué au dur labeur et au manque de sommeil. Cependant, rien n'aurait pu me préparer à ce qui allait arriver. Un jour, alors que le bateau était à quai, j'ai surpris une conversation inquiétante entre Gary, le capitaine, et certains membres de l'équipage, dont Will, qui n'avait pas été très amical avec moi. La voix de Will était tendue et en colère. « Mais des gens vont mourir. Ça pourrait mal se terminer. » Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais je me suis éloigné et j'ai eu du mal à dormir. Le lendemain, une violente tempête s'abat sur la mer. L'équipage étant divisé sur la question de savoir s'il fallait retourner à terre ou rester, j'ai voté pour rester, en pensant au salaire dont j'avais besoin pour récupérer Peter. Nous avons affronté la tempête, travaillant sans relâche pour maintenir le bateau à flot au milieu des vagues démesurées et des vents hurlants.
À mesure que la nuit avançait, la tempête s'intensifiait et notre situation devenait désastreuse. Le bateau a commencé à pencher dangereusement, l'eau pénétrant plus vite que nous ne pouvions l'écoper. La peur et la panique se sont emparées de nous lorsque nous avons réalisé que notre bateau était en train de couler. Le capitaine a ordonné la mise à l'eau des canots de sauvetage. Mais lui et quelques autres sont montés à bord d'un bateau étrangement bien préparé, laissant le reste d'entre nous se démener pour survivre. Échoués à 80 km de la côte, sans direction dans le chaos de la tempête, nous avons ramé désespérément jusqu'à ce que l'épuisement et le froid me gagnent et que je perde connaissance. Lorsque je me suis réveillé, je me suis retrouvé sur une île déserte et froide avec Kiran et Mike, les seuls autres survivants présents. Notre situation était désespérée, nous étions entourés de neige et bloqués sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Nous avons récupéré ce que nous pouvions des débris qui s'étaient échoués sur le rivage, établissant un maigre campement. Ce n'était pas suffisant. Nous risquions de mourir de froid dans peu de temps. Mais le fait de penser à mon fils a renforcé ma détermination à survivre. Pour appeler les secours, nous avons disposé des pierres pour former un panneau aide et avons tenté d'allumer un feu pour nous réchauffer, mais tout était trop mouillé pour s'enflammer. Alors que nous nous blottissions les uns contre les autres pour lutter contre le froid, mes pensées revenaient sans cesse à mon fils. En parcourant à nouveau le rivage, Mike et moi sommes tombés sur un sac étanche au milieu des débris. À l'intérieur, nous avons trouvé des vêtements, des barres de chocolat et une radio de poche, une lueur d'espoir. Je l'ai allumé et, à travers les parasites, une voix sombre a retenti, l'épave du navire a été retrouvée. Les membres de l'équipage n'avaient pratiquement aucune chance de survie. Ces mots nous ont blessés, mais ils ont aussi renforcé notre détermination. Ils sont toujours à la recherche, ai-je murmuré, serrant la radio comme si elle pouvait nous tirer de ce purgatoire glacial. Alors que nous nous rendions compte que nous étions présumés morts, j'ai rallié les autres. Nous devons être prêts à allumer un feu de joie à tout moment, ai-je déclaré. Cette nuit-là, un cri de Kiran nous a réveillés en sursaut. « Hélicoptère ! Hélicoptère !» a-t-il crié en pointant le ciel. Nous nous sommes précipités, nous avons allumé le feu, nous avons crié dans le vent, ici. Nous sommes là. Mais alors que le feu brûlait, le brouillard a étouffé nos espoirs, nous cachant de nos potentiels sauveteurs. Le son du salut s'est évanoui, nous laissant dans le silence. Alors que nous nous regardions les uns les autres en signe de défaite, la voix faible de Will a attiré notre attention. Ils ont tout planifié. Pour faire couler le navire pour l'assurance, a-t-il halté. Nous étions censés nous échapper ensemble, mais ils m'ont jeté par-dessus bord quand le canot de sauvetage a commencé à couler. Le froid nous tenaillait tandis que nous assimilions ces paroles. Nous ne pouvons pas laisser leur cupidité nous achever, dis-je fermement, mon esprit cherchant des solutions. Lorsque la radio a annoncé l'arrêt des recherches, mon cœur s'est serré, mais le désespoir a fait naître l'inspiration. Le scepticisme de Will était palpable. Construire un radeau ? Et naviguer jusqu'où exactement ? Demanda-t-il timidement. Nous n'avons pas besoin de connaître la destination. Nous devons juste commencer à bouger pour montrer que nous n'abandonnons pas, répliquai-je. Pour mon fils, je suis prêt à tout point. Nous avons rassemblé des matériaux sur l'île et construit un radeau de fortune.
C'était une tâche éreintante, avec le froid et l'espoir qui s'amenuisaient, mais la possibilité de retrouver nos familles nous a poussés à aller de l'avant. Ce radeau est plus qu'une échappatoire, si est un espoir, ai-je déclaré alors que nous examinions notre travail, une embarcation fragile qui devait fonctionner. Nous nous sommes lancés dans les eaux glacées, Will et moi, laissant Kieran et Mike derrière nous en leur promettant de revenir. Quelques heures plus tard, j'ai cherché de la nourriture pour découvrir qu'il n'y en avait plus. Mais j'avais bien placé quelques affaires dans le sac que nous avions emporté. Mike et Kieran ont dû échanger le sac, murmura Will en secouant la tête. Nous nous débrouillerons, lui ai-je assuré, sans pouvoir m'empêcher de serrer les lèvres. La faim et le froid sont devenus nos compagnons de tous les instants. Nous avons attrapé une mouette pour nous sustenter et nous avons mangé la viande crue en silence. L'état de santé de Will se détériorant, je l'ai enveloppé dans mes propres vêtements pour essayer de lutter contre le froid. Tiens bon, lui ai-je dit avec insistance, même si la peur me rongeait. Une nuit, le froid est devenu trop insupportable, et bien que je me sois enveloppé contre Will pour garder la chaleur, j'ai perdu connaissance en pensant à Peter. Je me suis réveillé dans un hôpital, entouré du personnel et d'une équipe de secours. Je les ai exhortés à sauver les autres personnes encore bloquées sur l'île. Mais quand j'ai demandé des nouvelles de Will, ils m'ont jeté un regard compatissant. Accablé par la perte et le bilan de l'épreuve, je suis resté allongé sur le lit d'hôpital, aux prises avec les conséquences de la survie et le désir profond de revoir Peter. La mère de Will m'a rendu visite à un moment donné. Elle m'a remercié d'avoir essayé de garder son fils au chaud pendant ces dernières heures et m'a informé de sa décision de me transférer l'indemnité d'assurance de Will, un geste qui m'a laissé sans voix. Vous avez donné de l'espoir à mon fils, m'a-t-elle dit. Une fois que je me suis senti mieux et que je suis sorti de l'hôpital, je me suis rendu directement au refuge où la CPS avait placé Peter, pour apprendre que son père biologique l'avait emmené. La nouvelle m'a fait l'effet d'un coup de massue. Si est une erreur. Je suis son père. J'ai protesté, mais ils n'ont pas écouté. Un homme était venu réclamer Peter et avait prouvé son lien biologique avec mon fils. Cependant, ils ont eu la gentillesse de me donner une adresse. Je suis arrivé dans un grand domaine, m'attendant à affronter un riche étranger qui avait réclamé mon fils. Au lieu de cela, j'ai trouvé Travis, le gardien du domaine, qui vivait dans une modeste cabane en bordure de la propriété. Travis m'a révélé qu'il était le père biologique de Peter, un fait qu'il ignorait jusqu'à récemment. Linda et moi étions ensemble avant qu'elle ne soit avec toi, a-t-il expliqué. Mais le choc de l'affirmation de Travis n'est pas aussi fort que les mots qu'il a prononcés ensuite, Peter. Il est malade. Il a un cancer. Le monde autour de moi a semblé s'arrêter. Toutes les luttes, la survie et les batailles menées jusqu'alors convergeaient vers une vérité singulière et dévastatrice. Mon fils, mon petit Peter, menait la plus grande bataille de sa jeune vie. D'une certaine manière, son bateau était en train de couler. À ce moment-là, Peter est sorti d'une autre pièce et mon cœur s'est serré, mais mon petit garçon est allé se réfugier dans les bras de Travis. Papa, a-t-il dit joyeusement. Si est alors que mon esprit a compris que mon rôle dans sa vie avait changé. Mais je l'aimerais toujours de la même façon, et j'ai rapidement fait un chèque de $150 000 pour les frais médicaux de Peter.
CIST pour le traitement de Peter et tout ce dont il a besoin, ai-je dit à Travis, d'une voix ferme et résolue. Sa confusion était évidente. « Pourquoi fais-tu cela ?» a-t-il demandé, déconcerté. Puis je leur ai raconté mon voyage en Alaska et ma survie. En quittant la maison de Travis, j'avais le cœur lourd mais j'étais en paix, sachant que j'avais fait ce qu'il fallait. Mais je devais retourner au travail. Les bonnes personnes avaient été punies et Kira ne m'avait appelé pour me proposer un autre emploi sur un autre bateau. C'était bien payé et j'ai décidé de partir tout de suite. Mais alors que je faisais mes valises, Travis et Peter sont apparus chez moi. Quand je leur ai dit ce que je faisais, ils m'ont choqué. On peut venir avec toi ? A demandé Travis, et Peter a hoché la tête avec enthousiasme, bien que je ne sache pas s'il comprenait grand-chose. Mais il m'a regardé avec de grands yeux et un sourire béat. En voyant le regard plein d'espoir de Peter, j'ai réalisé que le lien que nous partagions était encore fort. Bien sûr, tu peux venir, ai-je dit, acceptant ce nouveau départ. Et nous nous sommes dirigés ensemble vers l'aéroport, prêts à prendre un nouveau départ en Alaska. Les récits de Jordan, de M. Burks et de Thomas dépassent la simple narration. Ils sont les phares de la détermination paternelle. En naviguant à travers les embrouilles juridiques, les énigmes éthiques et les tests de survie brutaux, ces pères ont montré que la paternité transcende les liens du sang. Nous sommes curieux de savoir si vous avez, vous aussi, une histoire de ce genre. Nous serions ravis de l'entendre. Dites-nous ce que vous pensez de ces histoires et partagez-les avec vos amis. Lire aussi, un père de 3 enfants vivant sous une tente donne ses derniers $2 à un inconnu dans une station-service et se retrouve propriétaire d'une grande entreprise. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à l'adresse email suivante, info@amomama. Comme point note, ces articles sont inspirés d'histoires tirées de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigés par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images ne sont utilisées qu'à des fins d'illustration.